En prélude à la journée mondiale de l'abeille célébrée tous les 21 mai, la Côte d'Ivoire a lancé officiellement ce jour la célébration de la journée nationale de l'apiculture qui se célèbre ce 20 mai. Pendant 2 jours, l'Association des apiculteurs de Côte d'Ivoire réfléchira sur les stratégies de la vulgarisation de l'apiculture en Côte d'Ivoire. Les enjeux de la cybersécurité des systèmes dans le contexte maritime et portuaire, c'est le thème de la conférence tenue par les acteurs du domaine maritime et portuaire à Abidjan. Une conférence organisée par les ATIC et IMTA pour donner un aperçu sur les risques du système maritime et portuaire. Le cabinet IPCE Partners a initié à Abidjan un séminaire de formation dans l'objectif d'amener les managers d'entreprise à réduire les gaspillages financiers dans leur entreprise. Voilà pour l'ossature de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition complète de l'actualité sur Business 24. La 4e édition des Journées nationales de l'apiculture se tient à Abidjan, à la Caisse Tab au Plateau. Et c'est parti pour 2 jours d'échanges entre entreprises, chercheurs, apiculteurs, consommateurs, autorités ministérielles et partenaires pour asseoir les bases d'une apiculture ivoirienne résiliente, structurée et moderne. L'initiative de l'Association des apiculteurs de Côte d'Ivoire vise la promotion et la professionnalisation du secteur. Les détails de cette journée avec Zénab Dosso et Tima Traoré. Donc le miel dans le Coran et dans la Bible, le miel est source de vie. Le miel est source de vie, le miel est source de prospérité, le miel est source de bonheur. Ce n'est pas une première. Une fois de plus, les apiculteurs de Côte d'Ivoire sont au devant de la scène pour une meilleure structuration de la filière. Nous voici à la 4e édition des Journées nationales de l'apiculture en Côte d'Ivoire. Moment favorable pour les producteurs, acheteurs, promoteurs, entreprises. Selon les acteurs, la filière apicole n'a plus de raison de figurer parmi la liste des filières non conventionnelles car les abeilles assurent une contribution essentielle à la sécurité alimentaire et au développement durable. Pour le président de l'Association des apiculteurs de Côte d'Ivoire, initiateur du projet, il faut un accompagnement plus accentué des autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, l'intérêt c'est de dire à la communauté que nous existons, nous créons des emplois, nous pourrons davantage créer plus d'emplois dans la transformation des sous-produits et même des produits. Et nous avons besoin de financement maintenant. Le gros problème que nous rencontrons, c'est dans l'équipement et la formation au métier. Parce que l'élevage, c'est tout un métier avec plusieurs branches. En Côte d'Ivoire, comme vous l'avez vu, on n'a pas assez d'élevage de rennes, donc on n'a pas de reproducteurs. Au-delà, les journées de l'apiculture étaient le lieu de sensibiliser tous les acteurs de la coopération pour une meilleure organisation. Ces rencontres ont été meublées de panels et de visites de stands. Comme vous pouvez le constater, ici, en lieu et place des abeilles, ce sont plutôt des hommes que l'on voit attrouper sur les pots de miel, tant séduits par ses vertus thérapeutiques et nutritionnelles. Le miel est naturel. Le miel combat beaucoup de petites maladies dans le corps. C'est pour en savoir plus sur l'apiculture. Voilà, c'est un nouveau domaine actuellement que nous sommes en train de développer en tant que tel. Bien qu'il était là auparavant, mais maintenant, il est beaucoup plus actif. On voit qu'il est beaucoup plus rentable et qu'il peut servir les intérêts de toute personne qui s'y intéresse. Notre miel n'est pas certifié. En Afrique de l'Ouest, il n'y a que le Bénin et le Burkina seulement qui ont les miels certifiés, qui peuvent exporter les miels sur le plan institutionnel, que l'État lui-même reconnaisse que l'apiculture est une activité comme les autres. Les Journées nationales de l'apiculture en Côte d'Ivoire, en abrégé JNACI, situées dans le cadre des Journées mondiales de l'abeille, se sont déroulées sous les regards bienveillants et avec la contribution des partenaires ministériels, des structures telles que le FIRCA et l'ANADER.
Poursuivons avec la COP15, la 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification se tient depuis ce 10 mai à Abidjan. Dans ce cadre, l'Alliance Sahel s'allie à l'Institut mondial de la croissance verte, GDDI, et ont co-organisé ce 18 mai une session parallèle dédiée à la Grande Muraille verte et à une transition vers une économie à faible émission de gaz à effet de serre. Une session suivie par Diane Kablancan et Richard Akeke. La 15e session de la conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification se tient en ce moment à Abidjan. Dans ce cadre, l'Alliance Sahel s'allie à la CNU-LCD et à l'Institut mondial de la croissance verte et a organisé le 18 mai une session parallèle dédiée à la Grande Muraille verte et à une transition vers une économie à une faible émission de carbone. L'initiative de la Grande Muraille verte, approuvée en 2007 par l'Union africaine, est mise en œuvre par l'Agence panafricaine de la Grande Muraille verte et les agences nationales dans 11 pays. Ces sessions parallèles soutiennent la campagne de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, Carrying a World Wonder, qui vise à inspirer un mouvement populaire mondial mené par l'Afrique d'ici 2030. L'événement s'inscrit dans le cadre d'un dialogue renforcé entre l'Alliance Sahel et l'accélérateur à l'initiative de la Grande Muraille verte, mettant en lumière les synergies et les opportunités d'un point de vue institutionnel pour faire plus et mieux en faveur de l'environnement et des populations du Sahel. Nous avons montré que les facteurs extrêmes qu'induit le changement climatique, à savoir les inondations ou les sécheresses, réduisent en plus d'autres facteurs la production agricole. Alors nous avons axé donc notre intervention sur comment faire pour trouver disons une résilience à ces facteurs-là. Pour ce qui concerne par exemple les sécheresses, on a dans l'espace du CORAF créé des variétés qui sont des variétés à cycle court ou des variétés qui sont tolérantes à la sécheresse. Des projets qui sont financés et des projets par exemple dans les secteurs que couvre l'initiative de la Grande Muraille verte, l'Alliance Sahel, c'est à peu près 300 projets et 6 milliards d'euros. Donc vous avez beaucoup de projets de la Grande Muraille verte qui sont aussi des projets de l'Alliance Sahel financés par des membres de l'Alliance Sahel. Donc concrètement, c'est comment est-ce qu'on renforce cette connaissance commune, comment est-ce qu'on partage nos expériences, comment on fait pour accélérer la mise en œuvre de ces projets. La Grande Muraille verte est un symbole d'espoir face à l'un des grands défis de notre temps, la désertification. Lancée en 2007 par l'Union africaine, cette initiative africaine révolutionnaire vise à restaurer des paysages dégradés de l'Afrique et à transformer des millions de vies dans l'une des régions les plus pauvres du monde, le Sahel. Une fois terminée, le MUS sera la plus grande structure vivante de la planète, une merveille naturelle du monde de 8000 km s'étendant sur toute la largeur du continent. La Grande Muraille verte est actuellement mise en œuvre dans plus de 20 pays d'Afrique et plus de 19 milliards de dollars ont été mobilisés et promis pour son soutien. Parlons de mission économique dans ce journal. Depuis ce jeudi, une mission prospective économique d'hommes d'affaires venus de la Corée du Sud est à Abidjan. Ils sont une quinzaine de grands opérateurs sud-coréens à fouler le sol ivoirien pour prospecter les potentialités économiques du pays. L'objectif est de mettre en place une passerelle entre les industriels sud-coréens et les autorités administratives ivoiriennes. 72 heures durant, les hommes d'affaires coréens vont s'intéresser à la production d'huile de palme, du riz, des mines, de l'immobilier et de l'énergie renouvelable. Mais le secteur agricole sera prépondérant. Je vous propose d'écouter quelques réactions depuis l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Réactions recueillies par Ami Diarra-Souba et Marius Seri. 몇 년 전부터 코트디부아르에는 계속 와 있었고 또 코트디부아르 사람들을 il y a quelques années, je suis déjà en Côte d'Ivoire. Donc cette fois-ci, à travers l'invitation de ces DG, je suis venu avec un groupe de Coréens et pour envoyer beaucoup de techniques récentes pour le développement de Côte d'Ivoire. En tout cas, je crois que vous êtes très fraternité, donc j'apprécie votre accueil. Ce sont ces entités-là
qui font aujourd'hui la présence de ces investisseurs coréens. Et je pèse bien mes mots, ils ont été triés sur le volet, ils ne viennent pas seulement en mission prospective, mais ils viennent pour des prises de décision. C'est ceux qui étaient prêts immédiatement à poser des unités industrielles en Côte d'Ivoire qui sont là aujourd'hui. Ils étaient 15, malheureusement il y a 3 qui n'ont pas pu venir. Il y a 10 en attente et je pense que lorsque le premier groupe sera de retour, le second groupe sera plus à même de précipiter le déplacement vers la Côte d'Ivoire. Quels sont les secteurs visés par ces hommes d'affaires? D'accord. Avant de parler des secteurs visés, je vous dirais tout simplement qu'est-ce qui contribue à ça? Le climat apaisé, le climat économique favorable, le climat des affaires, tout cela sous l'égide de visionnaires comme le chef de l'État et du Premier ministre travailleur infatigable. J'appuie ces mots simplement parce qu'on a bénéficié du soutien de l'État de Côte d'Ivoire en la personne du ministre de la Bonne Gouvernance qui a été avec nous à Séoul, qui nous a appuyés parce que ces messieurs-là ne seraient pas là s'ils n'étaient pas rassurés par rapport à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le ministère de la Bonne Gouvernance nous appuie à chacune des étapes avec ces messieurs. Alors, ils viennent pour des secteurs de pointe comme la raffinerie. On leur a dit qu'il n'y avait pas de raffinerie d'or en Côte d'Ivoire. Il y a le raffinage d'autres métaux comme la bauxite, éventuellement, plutôt que d'aller exporter tous ces matériaux et le faire à l'extérieur. Avoir de la valeur ajoutée locale ne serait pas négligeable. Il y a certains qui sont au niveau des technologies médicales, des blouses médicales, des masques, des seringues, des perfuseurs et d'autres pour les équipements militaires, notamment les chaussures et autres. Il y a une panoplie et cette panoplie, on ne l'a pas choisie au hasard, c'est en fonction des besoins de nos régions. Les acteurs du domaine maritime et portuaire ont assisté à une conférence ce mercredi présentée par le professeur Yvon Kermarek. Au centre de cette rencontre, un point essentiel, les enjeux de la cybersécurité des systèmes dans le contexte maritime et portuaire. Cette rencontre dont l'objet est de permettre aux participants d'appréhender les risques de cyberattaques est à l'initiative de l'École supérieure africaine d'éthique ESATIC en partenariat avec l'Institut Mines Télécom de Bretagne. Ange Assémian et Marius Seri reviennent sur cette rencontre. Nous ne sommes pas à l'abri d'une attaque cybercriminelle. C'est l'information donnée par le professeur Yvon Kermarek lors de sa conférence. Une conférence organisée par l'ESATIC et l'IMTA pour donner un aperçu sur les risques encourent les systèmes maritimes et portuaires. L'amélioration de ces systèmes constitue un moyen de performance et d'efficacité pour les activités, d'où l'élargissement de la surface d'attaque cybercriminelle à conséquences néfastes sur les activités économiques du pays. Pour y faire face, le directeur général de l'ESATIC, Konaté Adama, dans son propos s'appuie sur l'élaboration des formations qui viendront renforcer les capacités des participants dans le domaine. Le secteur maritime qui utilise de plus en plus de portiques informatisés et de conteneurs connectés sera indéniablement confronté à des attaques cybernétiques probablement de tout genre, de tous ordres. Pour réussir à remonter ces menaces, il nous faudra mettre en place une formation labellisée avec les meilleurs partenaires qui comptent en la matière et bénéficier du soutien inconditionnel de l'autorité de régulation des télécommunications et des acteurs du secteur portuaire et maritime. Yvon Kermarek, professeur d'université en informatique, a quant à lui expliqué l'attitude à tenir en cas de cyberattaque. Par ailleurs, il relève qu'un partage de la mutualisation d'informations, une coopération au niveau international est à envisager pour les bonnes pratiques de la cybersécurité. Ce sont les clés pour minimiser les risques d'attaques cybercriminelles. Et il faut être formé justement à pouvoir réagir. Et donc là, il faut savoir qu'en particulier, quand on est attaqué, il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Et des choses qu'il faut faire, c'est partager cette information et puis demander de l'aide par rapport à cette situation que vous ne maîtrisez pas. Et ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout simplement mettre le tapis ou la couverture sur l'attaque et faire comme si elle va passer toute seule.
c'est faux. Elle ne passera pas toute seule et il faut le faire avec intelligence, c'est-à-dire mobiliser ses connaissances, ses compétences pour sortir de ça. Alors ça passe par l'appel à des services de l'État, parce que si effectivement vous êtes dans une société ou dans une industrie qui est vulnérable, il faut tout simplement avoir des bons réflexes. Cette rencontre a bénéficié de la double présidence du secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et la direction générale de l'autorité de régulation des tiques de Côte d'Ivoire, ARTCI. Pour rappel, la cybersécurité est la protection des systèmes connectés à Internet contre les menaces. En Côte d'Ivoire, la peine encourue pour un cybercriminel est de 1 à 2 ans d'emprisonnement et une amende allant de 5 à 10 millions de francs. Le cabinet IPCE Partners a organisé à Abidjan un séminaire de formation. Il s'agit, à travers cette formation qualifiante, pour les organisateurs d'amener le manager à réduire les gaspillages, aussi bien financiers qu'opérationnels. Ami Diarasouba nous présente les programmes de cette formation. Compte rendu. Lean Six Sigma Grün, c'est sur cette thématique que les managers des différentes structures ont été formés par le cabinet d'accompagnement au management des performances IPCE Partners. Au sortir de ces 4 jours de formation, les participants seront amenés à mieux piloter un projet, déceler les problèmes répétitifs, déterminer les solutions face aux problèmes, appliquer la solution choisie tout en effectuant une suivi de ces actions mises en œuvre et avoir un CV avec une plus-value. Ce renforcement de capacité dont participent 6 entreprises de la place s'est déroulé à l'hôtel BNB, situé à la 8e tranche dans la commune de Cocody. Cette formation est axée sur le ciblage et l'encouragement des échanges et le partage entre les stagiaires et l'animateur. Accompagnement des entreprises ivoiriennes dans la réduction du gaspillage aussi bien financier qu'opérationnel. Sur la formation Lean Six Sigma, qui est une formation d'amélioration des processus, de mise en place de l'excellence opérationnelle, mais surtout de mettre en place une culture de la performance opérationnelle au sein des entreprises. Et les différentes personnes qui participent à cette formation auront pour mission de mettre en place cette culture de la performance au sein de l'entreprise par la mise en place de chantiers d'amélioration sur des thématiques qui seront définies par leur management et pour augmenter le gain opérationnel et financier du site. Il ne s'agit pas simplement d'expliquer aux partenaires ce que c'est que la formation Lean Six Sigma, mais il s'agit en plus de cela, de rédiger, disons, un projet de réduction des coûts, de réduction des gaspillages au sein des entreprises. Alors nous sommes contents d'être à cette formation de Lean Management Six Sigma parce que nous avons attendu cette formation pour pouvoir nous améliorer au quotidien dans nos opérations quotidiennes, dans tout ce qui est opérationnel, dans tout ce qui est excellence opérationnelle. Le Lean Management, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, notamment dans l'optimisation de tout ce qui est process, pas seulement au niveau de la production, mais vraiment, ça s'adapte vraiment à tout, aux services et autres. Le cabinet de formation IPCE Partners entend aider les entreprises à faire face à la gestion et au gaspillage en entreprise. L'atelier de validation de l'étude sur la mise en place du réseau des entreprises engagées dans la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé s'est tenu ce 18 mai à la maison du patronat ivoirien CGCI. Cette rencontre vise à mettre en place un cadre durable des entreprises en Côte d'Ivoire sur le travail des enfants et le travail forcé. Ami Diarasouba. Le travail des enfants et le travail forcé sont des phénomènes qui diciment notre société. Une rencontre pour le renforcement des capacités s'est déroulée à la maison du patronat. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des employeurs et des entreprises du secteur privé en matière de lutte contre le travail des enfants. Sujet préoccupant pour le gouvernement et les entreprises depuis plusieurs années. Les entreprises déploient plusieurs initiatives en vue de réduire l'impact négatif de ce phénomène sur le business. Toutefois, les défis liés au travail des enfants persistent. Les organisations d'employeurs, en plus de leurs responsabilités conventionnelles, de contribuer à l'adoption, à l'application et au suivi des conventions de l'Organisation internationale du travail OIT en matière de lutte contre le travail des enfants, doivent œuvrer efficacement en faveur d'un environnement propice
aux entreprises durables, principales sources de croissance économique. Les entreprises occupent les différents secteurs économiques et dans certains de ces secteurs-là, on retrouve le travail des enfants. Et aujourd'hui, du fait des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, ou d'autres instruments tels que la déclaration de l'OIT sur les entreprises multinationales, les entreprises développent des initiatives de plus en plus responsables, donc elles œuvrent à lutter contre le travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Ce projet vise à engager tout le secteur privé, à s'intéresser à la question du travail des enfants et à prendre sa part dans la lutte contre le travail des enfants. Et dans le secteur privé, il y a des secteurs qui sont clés. Il y a notamment le secteur de la cacaoculture, de l'or, qui sont les principaux secteurs concernés par ce projet-ci. Mais au-delà de ces deux secteurs, c'est tout le secteur agricole qui est concerné. Pour rappel, l'Organisation internationale du travail OIT, près de 150 millions d'enfants travaillent dans le monde. Près de la moitié d'entre eux sont astreints à l'une des pires formes de travail des enfants. L'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire continue de faire parler d'elle. Après Agboville, elle s'est rendue dans la localité d'Azopé dans le cadre de son activité de plaidoyer en faveur de la mise en œuvre de la justice juvénile. Une initiative qui s'emploie à améliorer les conditions de vie des enfants en milieu carcéral. En Jassémian, Augustin Crave. Azopé est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire qui reçoit l'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, l'ONG D2CI vient en appui aux enfants en situation carcérale. Après Agboville, où s'est tenue la première étape en présence des autorités, c'est à Azopé que le plaidoyer en faveur des enfants en milieu carcéral a eu lieu. Initiative définie par Liane, leadership et initiative des acteurs non étatiques qui regroupent une vingtaine de structures. Une enquête élaborée basée sur des principes directeurs de la justice juvénile prévus par les tests nationaux et internationaux a permis de déceler une application partielle du cadre légal pour accompagner la mise en œuvre de la justice juvénile, notamment dans la MAC Azopé. La justice juvénile est déjà encadrée par des textes. Et comme je me le dis, souvent l'État de Côte d'Ivoire n'a rien à envier à un État à une superpuissance, puisque l'ensemble des dispositions sont quand même prévues, sont énoncées dans nos codes de procédure pénale, notre code pénal. Aujourd'hui, l'enjeu ou encore le défi, c'est la mise en œuvre. Et quand on sait que il y a encore des insuffisances qui existent, nous avons voulu initier ce projet-là avec une subvention de l'Union européenne dans le cadre de l'IAN 2, initier cette action-là pour réunir tous les acteurs, les autorités, nous-mêmes ONG, de sorte que nous essayons de mutualiser nos actions pour pouvoir vraiment répondre aux besoins de ces enfants et voir une justice juvénile appliquée qui est conforme au texte. Cette activité de plaidoyer qui consiste à regrouper les parties prenantes dans la justice juvénile a été marquée par une action concrète, notamment la remise de dons alimentaires, d'accessoires bureautiques, action saluée par le juge des enfants d'Azopé. Nous estimons que la démarche est bonne puisque l'objectif visé c'est d'améliorer la situation de détention des enfants dans les différentes maisons d'arrêt et de correction, plus particulièrement en ce qui nous concerne, celle d'Azopé. Pour rappel, 5 localités de la Côte d'Ivoire ont été ciblées par ce projet de plaidoyer. L'ONG Dignité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire continue de poser des actions citoyennes concrètes. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vient de doter 4 associations d'étudiants de l'Université de Cocody de cellules genre. Ces cellules doivent promouvoir l'équité et l'égalité de chances entre femmes et hommes. L'installation a été faite par la directrice du genre et de l'équité de ce ministère. On en sait un peu plus avec Kone Nanourgo et Doumbia Ayouba. Que ce soit Puce une campus, JFM Santé, Sciences et Technologies au féminin ou encore bénévole pour l'éducation média et à l'informatique. Chacune de ces associations d'étudiants dispose désormais d'une cellule genre afin de promouvoir l'équité et l'égalité des chances entre hommes et femmes au sein de l'université de Cocody. L'installation de ces 4 cellules genre est une initiative de la direction du genre et de l'équité du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce matin, nous venons d'installer 4 cellules dans 4 associations estudiantines au sein de l'université même.
Leur mission sera d'adopter l'approche genre. Qu'est-ce que ça veut dire? Développer dans leur mindset l'égalité des chances, l'égalité d'opportunités, développer les valeurs de justice, d'équité et d'égalité. Parce qu'on sait que dans ce temps de savoir, les jeunes gens et les jeunes filles se fréquentent, apprennent au plan intellectuel. Mais nous voulons leur donner cet atout qui permet d'être un individu équilibré. Selon Tano Florence, le genre est un concept scientifique qui invite à l'égalité des chances et d'opportunités pour tous les humains. C'est donc une question qui concerne aussi bien le sexe féminin que masculin. Ces différentes cellules doivent ainsi travailler à la promotion de l'égalité, de l'équité et de la justice. Nous essayons de nous mettre au travail pour faire valoir le genre, pour faire la promotion du genre au sein de nos différents départements et nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir accomplir cette mission-là. Il y a plusieurs associations sur l'espace universitaire, mais être compté parmi ces associations qui ont aujourd'hui un club genre, c'est déjà un honneur pour nous. Voilà. Et je pense que la première initiative que nous allons entamer, c'est de pouvoir former nos membres. C'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie de constater que oui, l'égalité de chances, le genre qui est en train d'être instauré pour qu'on ait une société équilibrée est en fait une réalité. Chacune des 4 cellules a reçu du matériel et un guide de fonctionnement pour la réussite de la mission. L'Afrique est le continent d'avenir, son art aussi, pour ne pas dire son art contemporain. C'est la conviction de plus d'un, et particulièrement d'un homme d'affaires, Alberto Cortina, actionnaire principal de la BDA, filiale de la Banque de Dakar. Ce 17 mai, au siège de la BDA à Abidjan, l'homme d'affaires a exhibé avec faste, couleur et son devant un parterre de personnalités et de nos reporters son précieux trésor. Une collection d'œuvres d'art d'une 30aine de pièces de photographie, de peintures, de dessins et d'œuvres textiles de 24 artistes africains. Issa Badini et Doumbia Yuba nous font découvrir ces différents chefs-d'œuvre de Alberto Cortina. Nous ne sommes pas loin d'un tableau de chasse bien garni que fièrement l'on exhibe à dose homéopathique, à juste titre d'ailleurs, tant diversité et richesse se conjuguent. 63 œuvres de 33 artistes africains. Bienvenue au vernissage d'art contemporain africain, collection Alberto Cortina, consigné dans un catalogue pour les conviés du jour ou en grandeur nature sur les murs de la BDA. C'est une première d'une série de 2 collections d'une 30aine d'œuvres chacune que le collectionneur d'art, par ailleurs actionnaire principal de BDK Financial Group, donne de voir ce mardi soir. Que je suis collectionneur d'art et j'ai cru que c'était une très bonne idée de faire une collection de contemporain African art et les mettre dans des banques à Dakar et à Abidjan pour que les gens les voient. Et c'est une passion que j'ai. Aux premières loges de cette exposition d'un soir, des chefs d'entreprise, des amoureux de l'art contemporain, des hommes politiques qui voient en cette initiative d'Alberto, le collectionneur, une action louable au profit du monde des arts et l'art africain en particulier. Et cette initiative est parfaitement dans la vision du ministère, puisqu'il s'agit d'une banque et d'un collectionneur qui a acheté des œuvres d'artistes africains et ivoiriens notamment, et qui le met à disposition d'un cadre de travail exceptionnel. Donc on est vraiment dans le mécénat culturel et ce genre d'initiative doit évidemment être mise en avant. La seule chose que ça m'inspire, c'est certainement lancer un appel pour que ces jeunes-là soient soutenus. Et mettre en exergue comme ça les talents des jeunes, c'est une bonne initiative que je voudrais saluer grâce à la BDA qui nous a fait donc l'honneur de nous inviter et nous faire découvrir les merveilles de notre pays. Il faudrait que davantage d'entreprises en Côte d'Ivoire s'intéressent à nos artistes et aident nos artistes à se promouvoir au-delà de la Côte d'Ivoire. S'il y a un homme heureux ce soir, c'est bien Aboudia, peintre ivoirien
Il est aujourd'hui entre Abidjan et le pays de l'oncle Sam. Ses œuvres figurent en bonne place dans ce catalogue by Alberto Cortina. On espère que les gens vont aimer à travers BDA, avec le travail qu'on fait, les gens vont beaucoup plus s'intéresser et que l'art sera un facteur de développement, de culture et de bénédiction pour tout le monde. Dans la foulée de ce vernissage, le groupe BDK a lancé les prix biennal Alberto Cortina, doté de 20 millions de francs CFA. Comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, BDK Group a annoncé qu'il choisira 30 artistes qui seront représentés dans un catalogue à destination de 3000 clients. Ainsi, pour marquer leur engagement dans la promotion de la culture africaine. L'exposition de la deuxième collection d'Alberto Cortina a lieu à Dakar ce mercredi 18 mai au sein de la Banque de Dakar. L'exposition d'art contemporain africain Alberto Cortina est à son deuxième vernissage après celui d'il y a 2 ans. La Banque de Dakar et la Banque d'Abidjan sont les 2 filiales du groupe en Afrique pour l'instant. Une page agriculture pour terminer ce journal. Les acteurs de la filière café-cacao sont reconnaissants des actions du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de leur filière. Un hommage est prévu le 4 juin prochain à Yamoussoukro pour concrétiser cette marque de reconnaissance à celui qui a su insuffler une nouvelle dynamique au monde agricole. Pour réussir ce pari, les organisations professionnels agricoles sillonnent les zones productrices pour inviter les planteurs à la réussite de l'événement. Théodore Kanga. De toutes les contrées du Guémon pour écouter les émissaires venus porter la nouvelle. Les producteurs agricoles ont été informés sur les raisons de cet hommage au numéro 1 ivoirien. Les raisons sont entre autres le maintien du prix bord au champ à 825 francs CFA le kilogramme de fèves de cacao pour la petite traite, l'octroi gratuit d'intrants aux producteurs pour l'entretien de leurs parcelles, l'identification des producteurs pour la sécurisation de leurs biens. La cerise sur le gâteau est le décaissement des 17 milliards du fonds Covid de soutien au monde paysan. Nous sommes présents ici dans la région du Guémon, précisément à Djokwe, dans le cadre de la tournée de mobilisation, de sensibilisation de tous les collaborateurs, producteurs et productrices en vue de pouvoir faire le déplacement, comprendre la nécessité de pourquoi cette journée d'hommage et pourquoi nous devons faire le déplacement au niveau de Yamoussoukro à partir du samedi 4 juin 2022. Je pense que ça s'inscrit tout juste dans une logique de morale, d'éthique qui se veut qu'un chef qui te fasse du bien, en retour, que tu puisses aller lui dire merci. Et le chef de l'État, durant les campagnes qui ont précédé, jusqu'à cette campagne au cacaoyère, il a pris l'engagement d'accompagner les producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire à hauteur d'une subvention de 17 milliards. Et aujourd'hui, chose faite, les paiements ont démarré et pour nous, il est nécessaire en tant que leader d'appeler tous les producteurs à aller lui dire merci. Vous savez, parler d'Alassane Ouattara, c'est parler du concret. Et c'est pour cela que nous, producteurs de café cacao, hier, nous avons fait des grèves. Nous avons utilisé les muscles. Le président nous a rassuré que l'argent allait venir. L'argent est venu au niveau des producteurs de café cacao. L'argent est là. Nous avons décidé de venir dire merci au président de la République. Dire merci au président de la République pour la grande réforme qu'il a entreprise dans la filière café cacao. Yamoussoukro, on s'en va là-bas. On scandait à l'unisson les producteurs de la filière café-cacao du Guémon. Voilà pour l'essentiel de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous ceux qui nous suivent à Niabodounoua, Kounfao, Katiola et partout en Côte d'Ivoire sur le bouquet canal 171 et notre page Facebook www.business24tv.com. Au revoir et à très bientôt.